Bonjour, bienvenue. Vous avez dit, monsieur, la dose fait le poison. Oui, c'est une bonne façon d'évoquer les problèmes quantitatifs dont nous allons parler aujourd'hui. Un petit mot de présentation, peut-être. Donc, cette conférence vous est proposée par l'association Démographie Responsable. Denis Garnier en est le président. Moi, Didier Barthès, j'en suis le porte-parole. Nous sommes une association écologiste qui, depuis quelques années, 6 ans environ, essayons de faire en sorte que dans tous les débats qui concernent l'écologie, le facteur démographique soit un peu plus abordé. Il est actuellement relativement passé sous silence, pour ne pas dire tabou. Il est parfois carrément mis de côté. Donc c'est un facteur qui nous semble extrêmement important et il n'y a pas beaucoup d'offres en la matière. Les partis écologistes le laissent un petit peu de côté, donc parlons-en. Voyons dans quelle mesure le nombre des hommes peut influer sur les questions écologiques. Alors, comme nous sommes sur un salon écologique, je ne doute pas que plusieurs d'entre vous l'ont remarqué, à la fin de l'année dernière, à l'automne donc, il est paru dans la presse l'information suivante, selon laquelle la moitié des animaux avaient disparu sur Terre depuis 1970. Pour être un peu plus précis, ce n'est pas la moitié des animaux, c'est la moitié des vertébrés. On laisse de côté, pour des raisons que vous comprenez bien, les insectes en particulier, qui sont très nombreux, aussi bien en termes d'espèces qu'en termes d'individus. Donc, depuis 1970, la moitié des animaux vertébrés ont disparu. C'est énorme, déjà, la moitié. Mais alors, curieusement, si l'information qui a été publiée dans un rapport qui s'appelle Planète Vivante de 2014 et qui a été notamment édité par le WWF, si l'information que le nombre d'animaux avait été divisé par 2 a été assez médiatisée, ce qui n'a pas été remarqué en général, c'est que dans le même temps, depuis 1970, le nombre des hommes, lui, avait été exactement divisé par 2. Donc, vous voyez, multiplication par 2 d'un côté, division par 2 de l'autre. Ce qui fait que si vous faites le calcul, en réalité, pour un être humain vivant aujourd'hui, il y a 4 fois moins d'animaux sauvages qu'il n'y en avait en 1970. 4 fois moins. C'est 45 ans. C'est pas long dans l'histoire des sociétés humaines, 45 ans. Dans l'histoire de la vie, j'en parle même pas. Ça ne compte même pas. Et bien, en 45 ans, pour un être humain, on a divisé par 4 le nombre d'animaux sauvages. Alors là, on n'est plus dans un lent grignotage, on n'est plus dans une réduction progressive, on est dans un véritable effondrement. Il y a quelques jours, 2 semaines plutôt, je suis allé pas loin d'ici, à Bron, assister à une conférence donnée par le professeur Dominique Bourg, qui est un philosophe et un écologiste assez réputé. Et Dominique Bourg, il ne parle même plus de crise. Il ne parle même plus de crise, lui, il dit on est en train de changer de planète. On est en train de changer de planète et il ajoute, c'est pas rassurant, il ajoute on change de planète et la nouvelle planète, elle va être plus hostile, beaucoup plus hostile. Alors ce n'est pas évidemment demain matin, 23 février, que ça va se passer, c'est au cours de la décennie qui vient, ou des quelques décennies plutôt qui viennent, en tout cas au cours de ce siècle. C'est une chose effrayante, c'est une chose dans le processus pour lequel, si vous voulez, l'omniprésence de l'humanité est un facteur essentiel. Dominique Bourg partage ce point de vue. Nous militons là-dessus depuis un petit bout de temps. Donc, parlons-en. Alors, on va parler des faits, d'abord, pour rappeler un petit peu ce qu'est la croissance démographique. Aujourd'hui, beaucoup de gens savent que nous sommes 7 milliards. Ils ne savent pas un petit peu à quel rythme ça a cru. On va en parler. On va parler d'autre chose également, qui est le tabou. Parce qu'évidemment, c'est le grand sujet tabou. Si vous avez peut-être eu l'occasion d'en parler avec des gens autour de vous, c'est vraiment un sujet qui parfois vous fait mal voir. Donc on va essayer de voir pourquoi. Et puis bien évidemment, et ce sera aussi l'objet du débat qui suivra, on parlera de ce qu'on peut faire et des propositions que nous portons, nous, à Démographie Responsable. Ça, ce sera la première partie de la conférence. Dans la seconde partie, Denis Garnier parlera, lui, d'autre chose. C'est-à-dire, il comparera en gros ce que la planète peut offrir et ce que nous lui demandons. L'offre et la demande, en quelque sorte. Et en termes un peu plus savants, on l'exprime sous la forme de la comparaison entre l'évolution de la biocapacité des territoires et de l'empreinte écologique. Puis, bien entendu, dans une dernière partie, ce sera l'essentiel, je vous invite à y participer le plus possible, nous parlerons des questions de débat. Alors, un petit mot maintenant d'abord sur les ordres de grandeur. Je suis de ceux qui considèrent que c'est un point fondamental, les ordres de grandeur. Poussons les choses à l'extrême. Si on était 50 millions sur la Terre, franchement,
je ne crois pas qu'il y aurait beaucoup de problèmes. Je ne dis pas qu'il faudrait faire n'importe quoi, mais pour autant, il n'y aurait pas beaucoup de problèmes. À l'inverse, si nous étions 100 milliards sur la Terre, il n'y aurait pas de problème non plus, tout serait réglé, tout serait détruit. Donc de toute façon, l'ordre de grandeur, d'une certaine façon, devient déterminant. On peut toujours à l'infini discuter de petits détails d'organisation. On préfère les éoliennes ou on préfère le solaire, on préfère le charbon ou on préfère le nucléaire, on préfère l'habitat un peu groupé, pas beaucoup groupé, moyennement groupé. Mais quand on sera 100 milliards, de toute façon, on sera groupé avec des énergies intenses et on détruira la planète par omniprésence. On peut discuter à l'infini des petites variations de progression, de la variation de la variation de la progression, de la dérivée énième, comme diraient les mathématiciens. Ça ne va pas changer grand-chose. L'ordre de grandeur est fondamental parce qu'il nous fait passer des effets de seuil, si vous voulez. Des problèmes de surpopulation locale, il y en a toujours eu. Même quand les hommes étaient très peu nombreux sur la Terre, il y en a toujours eu. Le problème, c'est que quand vous êtes très peu nombreux, une surpopulation locale a une voie de sortie. Les gens émigrent, vont à côté. Une tribu peut s'installer à 15 km. C'est même ce qui s'est fait. La Terre, elle s'est peuplée de cette manière-là. Les hommes sont allés un peu plus loin, puis on a tout occupé. Quand le même problème se pose, non plus avec 10 ou 15 millions d'habitants sur la Terre, comme il y avait il y a encore une dizaine de milliers d'années, mais quand il y en a 7 milliards, ben cette solution, qui était tout à fait naturelle, tout à fait pratique, elle n'existe plus. Donc vous voyez bien que c'est l'ordre de grandeur lui-même qui, par effet de seuil, fait passer à une nature différente du problème. La nature dépend de l'ordre de grandeur. Et il en est de même d'ailleurs pour la pollution, par exemple. Tant que vous êtes en dessous d'un certain niveau de pollution, vous ne polluez même pas un peu parce que de toute façon, la nature répare. La nature filtre, la nature répare. Donc, ce n'est pas grave du tout. Puis, dès que l'ordre de grandeur vous fait passer au-dessus d'un certain seuil, par contre, là, ça casse. Ça casse complètement. Et c'est probablement à la veille de ça que nous sommes aujourd'hui. Alors, je fais des propos un peu théoriques sur les ordres de grandeur. Maintenant, on va venir sur les données chiffrées. Combien nous sommes sur la planète et comment ça a évolué dans les siècles et les décennies qui ont passé. Comme je considère que c'est quand même un problème important, j'ai tendance à considérer qu'il faut prendre un petit peu de recul. Alors, je vais vous proposer un recul un peu lointain. Il y a 10 000 ans. Il y a 10 000 ans sur la planète. Pourquoi je prends cette date-là? C'est pour une raison assez simple, parce que c'est la date qu'on donne en général pour le début d'une certaine généralisation de ce qu'on a appelé la révolution néolithique, c'est-à-dire le passage pour l'homme d'une économie de prédation, la chasse, la pêche, la cueillette, à une économie de production. Dit autrement, c'est-à-dire que c'est le passage d'un moment où l'homme se conduit un peu comme les autres animaux. Il était déjà quand même de nature différente, notamment avec l'armement qui lui a permis de décimer pas mal d'espèces, mais il passe vraiment à un statut d'espèce différente qui va organiser le monde à sa botte, en quelque sorte. Et effectivement, c'est à partir de la révolution néolithique qu'on va avoir le premier phénomène d'explosion démographique. Eh bien, il y a 10 000 ans sur la Terre, au début de cette révolution, nous étions entre 5 et 10 millions. Ce sont les estimations, évidemment, on ne l'a pas à l'unité près. Je vous le fais à 7 millions, c'est-à-dire, c'est assez curieux, par rapport à aujourd'hui, il y avait 1000 fois moins d'hommes sur la Terre. 10 000 ans, même à l'échelle de l'espèce humaine, ce n'est pas le bout du monde non plus. Hein. Eh bien, il y avait 1000 fois moins d'hommes sur la Terre. Je vous laisse estimer ce que ça représente comme monde différent. Bon, en plus, ils étaient tous écolos, puisque l'ensemble de leur consommation, c'était du renouvelable sans aucun problème. D'une certaine façon, vous voyez, ce facteur 1000, c'est un peu le facteur de surpopulation par rapport à un état naturel. Et d'ailleurs, quelques millions d'individus, une dizaine ou une vingtaine de millions d'individus, c'est l'ordre de grandeur des populations de grands prédateurs, avant qu'on s'en occupe. Hein. Mais les lions qui étaient présents, par exemple, sur toute la planète Terre, avant, des variétés différentes selon les lieux, mais il y en avait partout, bon, l'ordre d'idée, c'est aussi ça. Quelques millions, peut-être une dizaine de millions. Et dès que l'homme s'organise, on passe à des ordres de grandeur différents. Autre étape dans le temps que je vous propose, il y a 2000 ans. Alors 2000 ans, c'est le début de notre ère, c'est pratique pour faire les calculs, mais j'en parle également parce que c'est souvent une époque qu'on associe à la fameuse phrase « croissez, multipliez ». En réalité, c'est un peu à tort parce que c'est une phrase qui a été écrite dans la Genèse 400 ans ou 600 ans avant, donc dans un monde qui comportait environ 150 millions d'habitants. Donc il y a 2000 ans, on était probablement 200 millions sur la Terre. Il y a 2500 ans, environ 150 millions. Eh bien, cette phrase,
qui a été écrite dans un monde de 150 millions d'habitants, elle nous sert encore de mode de pensée. Vous voyez d'ailleurs au Salon Primaire, il y a beaucoup de décroissance. S'il y a beaucoup de décroissance, c'est parce que globalement, il y a aussi beaucoup de croissancistes. Et le concept de croissance, que ce soit économique ou que ce soit démographique, il est toujours utilisé comme vecteur principal. Tout le monde veut la croissance pratiquement. Eh bien, il est né un peu comme une représentation globale du rôle de l'humanité dans ces époques-là, à l'époque où on était 150 millions. Donc vous voyez, on fait une règle qui est adaptée à un monde et on continue à penser avec cette règle 2000 ans plus tard, dans un monde qui ne comporte pas 200 millions d'habitants, mais qui en comporte 7 milliards, c'est-à-dire 35 fois plus. Il y a 2000 ans, dans cette salle, on aurait été 2, peut-être à peu près. Là aussi, un monde un petit peu différent. Ce problème d'utiliser des situations données, d'en faire des règles et d'appliquer ces règles à d'autres situations, on le retrouve dans d'autres domaines. On le retrouve par exemple aujourd'hui sur la fécondité. C'est notre objet. Hein. Aujourd'hui, les hommes ne font pas plus d'enfants qu'avant. Ils en font même plutôt moins. Puisqu'en 1950, l'humanité faisait environ 5 enfants par femme. Aujourd'hui, on en fait environ 2,5. Donc on a fortement baissé. Mais néanmoins, on fait plus d'enfants que nécessaire. C'est-à-dire qu'on fait encore des enfants comme à l'époque où une fraction importante des enfants mourait. Dieu merci, ce n'est plus le cas. Les enfants ne meurent plus. Mais on fait encore des enfants comme à l'époque où ils mouraient. Et donc, c'est ce décalage. C'est ce décalage qui explique qu'il y ait une explosion démographique. Alors, autre ordre de grandeur, il y a par exemple un siècle, enfin un gros siècle, disons, en 1900, on était environ 1,6 milliard sur la Terre. Depuis, on a multiplié nos effectifs exactement par 4. Alors, curieusement, on en parlait tout à l'heure, c'est l'humanité dans son ensemble a multiplié ses effectifs par 4. Les États-Unis aussi, par exemple, très précisément par 4 en 110 ans, en gros. Bon, et puis depuis 70, on l'a vu tout à l'heure, on a multiplié nos effectifs par 2. Alors, le rythme actuel, c'est 220 000 personnes de plus par jour sur la Terre. Quand je dis 220 000, c'est net. Hein. C'est 365 000 naissances, un peu moins de 150 000 décès. Donc tous les jours, 220 000 personnes de plus. Tous les 10 jours, ça fait Paris. C'est gros quand même. Tous les ans, c'est 80 millions d'habitants. Et depuis 3 ou 4 cycles, nous sommes environ sur un rythme où nous gagnons 12 milliards... pardon, je rêve beaucoup là. 1 milliard tous les 12 ans, pardon. 1 milliard tous les 12 ans. Que va-t-il en être dans l'avenir? Alors, évidemment, un certain nombre d'instituts démographiques ou l'ONU font des projections. Les plus connues sont celles de l'ONU. En 2008, les statisticiens de l'ONU prévoyaient qu'en 2050, nous serions 9,1 milliards d'habitants. 9,1 milliards. On est 7,2 aujourd'hui. En 2010, ils ont revu leurs prévisions. Ils ont dit finalement, on sera 9,3. En 2012, ils ont revu leurs prévisions. C'est la moyenne. Hein, il y a des fourchettes hautes et basses, mais là, je vous fais juste la moyenne. Ils ont dit qu'on serait 9,6. Donc, vous voyez, il y a une croissance prévue importante, mais en plus, c'est ça qui est significatif, une révision à la hausse du taux de croissance. Pareil pour les prévisions à l'échéance 2100. En 2010, les démographes de l'ONU prévoyaient que nous serions 10,1 milliards en 2100. En 2012, ils ont prévu que nous serions 10,9, disons 11 milliards. Et pire que ça, ils commencent à dire qu'en fait, non seulement on sera à 11 milliards, mais en plus, ça ne devrait pas s'arrêter à ce moment-là. Alors que depuis longtemps, on pensait quand même qu'entre 2050 et 2100, la population humaine se stabiliserait. À côté de ces données générales, se trouvent des cas particuliers, en particulier évidemment le cas de l'Afrique, puisque c'est le continent sur lequel la démographie n'est pas encore vraiment stabilisée. Le foyer principal de population dans le monde aujourd'hui, c'est très largement l'Asie, très largement. L'Europe est très fortement peuplée en termes de densité. Bon, ses surfaces sont plus petites, mais en termes de mais en densité, elle est fortement peuplée. Et l'Afrique, elle, de son côté, son problème, c'est moins la densité actuelle que le potentiel dans les années à venir. En 1950, il y avait 200 millions d'habitants en Afrique. Aujourd'hui, il y en a environ 1,2 milliard. Pour 2050, l'ONU prévoit 2,4 milliards. Et pour 2100, la prévision moyenne est de 4 milliards. C'est-à-dire qu'en 150 ans, 1950-2100, l'Afrique devrait être passée de 200 millions à 4 milliards. Ça fait une multiplication par 20. Par 20. Et alors, à côté de cette donnée globale sur l'Afrique, vous avez des cas tout à fait extrêmes. Par exemple, le Niger, 2,5 millions d'habitants en 1950, prévision pour 2100
200 millions d'habitants. C'est multiplié par 80. Le Nigeria, prévision pour 2100, 900 millions d'habitants. Le Nigeria, c'est le 10e de la surface des États-Unis. On lui prévoit une population 3 fois plus importante que les États-Unis d'aujourd'hui. Je vous laisse aussi imaginer ce qui se passera dans le cadre de la situation sociale, écologique et politique du Nigeria en plus. D'autres pays, par exemple l'Égypte, qui passe environ de l'époque de Napoléon de 3 millions d'habitants à 86 millions aujourd'hui. Napoléon, c'est pas si vieux que ça. Hein. Alors, voilà pour les données. Qu'est-ce qu'on peut faire la première chose, selon nous, c'est d'essayer de briser le tabou, c'est d'en parler. L'objet de cette conférence, par exemple. L'un des problèmes est que presque partout les gens qui interviennent dans la vie politique, la natalité est vue comme une chose positive. Peut-être vous l'avez constaté, mais tous les ans, l'INSEE nous donne les statistiques de fécondité pour l'année qui vient de s'écouler. Et presque tous les ans, la France se retrouve en tête dans les pays d'Europe. Il y a l'Irlande aussi, mais on parle surtout de la France. Et tout le monde dit enfin une bonne nouvelle. Quand je dis tout le monde, c'est tous les partis politiques. Ils s'en félicitent. On a battu l'Allemagne, ça semble être le grand truc. Mais également les journalistes. C'est-à-dire que les journalistes qui normalement sont là pour donner les faits, nous disent que c'est une bonne nouvelle, ce qui relève plutôt du commentaire, ça. Hein. Ils disent que c'est une bonne nouvelle, et ils vous disent ça avec le même naturel qui vous expliquerait vaut mieux être en bonne santé qu'être malade, vaut mieux qu'il fasse beau temps que mauvais temps, etc., etc. C'est-à-dire qu'on voit à quel point c'est intégré dans notre inconscient. C'est mieux d'être plus, et plus on est plus c'est mieux. Malheureusement, ce tabou, il est partagé par l'ensemble des partis politiques, ça c'est vrai, mais il est même partagé également par un certain nombre de mouvements écologistes, et il est partagé également, malheureusement, il y a peut-être dans la salle, par beaucoup de mouvements décroissants, dont on pourrait croire pourtant que les décroissants économiques sont assez sensibles à cette thématique. Alors, il y en a, hein. Faut pas non plus que dans les partis politiques, il y a aussi des gens qui pensent comme ça. Chez les écologistes, il y en a aussi, bien sûr. Et chez les décroissants aussi. Mais majoritairement, ces mouvements, ils sont relativement peu sensibles. À titre personnel, en France, je crois que je ne connais que Yves Cochet, l'ancien ministre de l'Environnement, qui est quand même assez conscient du problème, et le leader du mouvement écologiste indépendant, Antoine Wechter. Pourquoi le tabou? Une des raisons, évidemment, c'est l'impression qu'on touche au sacré, on touche aux enfants, on en veut aux enfants. C'est le contraire, hein, évidemment. Au contraire, nous, ce qu'on souhaite, c'est attirer l'attention du public sur ce sujet pour que, justement, les enfants, d'une part, ils aient droit à un monde meilleur, et que, d'autre part, ça c'est souvent laissé de côté, c'est souvent caché, ils aient le droit aussi de se reproduire demain et d'avoir des enfants. Parce que dans un monde qui laisserait filer sa démographie à 20, 30, je ne sais pas combien de milliards on peut aller, le risque est qu'on n'ait même plus le droit de faire des enfants. On l'a vu quand la Chine s'est trouvée face à l'explosion démographique, ils ont pris des mesures coercitives. Si on veut éviter demain qu'il y ait des mesures coercitives, il faut qu'aujourd'hui, on essaye de prendre des mesures douces qui pourront les éviter. L'autre reproche qui est souvent fait à ces idées et qui fait qu'elles ont un peu de mal à pénétrer dans les partis politiques, c'est effectivement un reproche qui nous est fait parfois de nous attaquer aux pauvres. Je vous ai dit tout à l'heure le potentiel de croissance démographique qui se situe en Afrique, donc on nous dit vous êtes contre les Africains. C'est exactement le contraire. On travaille d'ailleurs avec l'Afrique. C'est exactement le contraire, parce que si l'Afrique réalise les prévisions que je vous ai données tout à l'heure, les Africains n'accéderont pas à un niveau de vie plus élevé. Et très probablement, ce sera un facteur à la fois de destruction de l'environnement et à la fois quelque chose qui obérera le développement. C'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Alors, l'un des éléments aussi, c'est la méconnaissance des chiffres. Bon, les gens savent qu'on est 7 milliards, ça a été bien médiatisé maintenant, mais la progression que je vous ai donnée, les 7 milliards, les 7 millions d'il y a 10 000 ans, les 200 millions d'il y a 2000 ans, là, les gens ne le connaissent pas bien. Et les démographes ont une certaine responsabilité. C'est-à-dire que ça fait quand même pas mal d'années que l'ensemble des démographes nous disent « Oh, mais le problème se règle ». Et ils utilisent pour ça le fait que la fécondité a baissé, ce qui est vrai. Mais par exemple, il faut savoir qu'en 1970, en 1960, dans le monde, la progression de la démographie était environ de 2% par an. On est monté à 2,1% au milieu de la décennie. Eh bien, en 60, on est passé de 3 milliards
d'habitants à 3 milliards 700 millions en 70, c'est-à-dire qu'on a gagné 700 millions, donc 70 millions d'habitants par an. Eh bien aujourd'hui, alors même que les démographes nous disent que le problème est réglé, ce n'est pas 70 millions d'habitants qu'on gagne par an, c'est 80. Et ces 80, ils ne s'ajoutent pas à 3 milliards, ils s'ajoutent à 7 milliards sur une terre plus occupée, au sol plus dégradé. Donc vous voyez, bien évidemment, c'est vrai que la fécondité, le taux de croissance baisse, ce serait ridicule de le nier, mais pour autant, par un effet quantitatif, comme ces taux de croissance s'appliquent à des populations plus importantes, concrètement, la croissance démographique en nombre absolu ne diminue pas. À terme, elle finira un peu par diminuer, c'est obligatoire, mais aujourd'hui, on en est encore loin. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Certains déterminants nous échappent, et évidemment, on ne peut pas les décréter, et en particulier l'un des déterminants essentiels qui est le développement. On constate dans le monde qu'en général, quand un pays se développe, immédiatement, ou avec un certain recul, mais le taux de fécondité baisse. Ça ne se décrète pas facilement. Et surtout, la planète ne peut pas supporter un taux de croissance économique monstrueux, pour des raisons que vous avez sûrement vues dans tout le salon, c'est-à-dire qu'effectivement, on épuiserait probablement les ressources de la planète. Donc il faut favoriser le développement, mais aussi pour des raisons humaines, pour que les gens aient accès à un meilleur niveau de vie, mais ne pas compter entièrement sur ce développement. De même sur l'éducation, la démographie responsable, bien évidemment, nous faisons la promotion de l'éducation et de l'éducation des filles, en particulier dans les pays en voie de développement. C'est une évidence, mais il faut le faire aussi pour des raisons philosophiques, humaines. C'est bien en soi l'éducation, mais ne pas entièrement compter dessus, d'autant que l'éducation elle-même n'est pas un facteur indépendant du développement. C'est-à-dire que souvent on a éducation parce qu'on a développement, et on a aussi meilleur développement quand on a meilleure éducation. Alors, dernière voie d'action, probablement la contraception. Il se trouve que dans un certain nombre de pays en voie de développement, l'accès à la contraception n'est pas toujours facile, parce que les centres de planification familiale ne sont pas forcément généralisés ou accessibles, parce que parfois elle coûte cher. Alors pour ça, Démographie Responsable, nous sommes en partenariat avec un certain nombre d'associations écologistes, j'insiste bien, écologistes africaines, qui distribuent des préservatifs en Afrique. Je vous en ai amené quelques-uns ici, des choses comme ça. Donc on donne ces préservatifs, eux-mêmes mettent leur petit logo et vont les distribuer. C'est évidemment à la mesure de moyens. Pour l'instant, c'est un peu symbolique. Mais enfin, globalement, on fait quand même ce genre d'action. On a également lancé une pétition, elle est d'ailleurs toujours signable, qui demande qu'une partie importante, on avait proposé 25%, de l'aide au développement soit attribuée à la planification familiale. Et ça, alors, il y a des gens à l'ONU, il y a des gens à l'Agence française de développement qui sont parfaitement conscients et qui seraient tout à fait favorables à cela. Alors, notre discours ne s'applique pas qu'aux pays en voie de développement, il s'applique aussi à la France, qui a des forts taux de fécondité. Et pour des pays tels que le nôtre, nous proposons une modification de la politique familiale qui éviterait, si vous voulez, la progressivité des revenus en fonction du nombre d'enfants. C'est-à-dire qu'on voudrait que les allocations familiales soient un petit peu rehaussées pour les gens qui ont un enfant, parce qu'actuellement elles sont quasiment nulles quand vous avez un enfant. Et qu'on les rehausserait un petit peu pour les gens qui ont un enfant, un petit peu également pour les gens qui en ont deux, et après on dirait aux gens, si vous en avez plus de deux, bien sûr vous avez le droit, mais en prévenant à l'avance et évidemment en gardant les droits acquis, c'est-à-dire sans effet rétroactif, on dirait aux gens, au-delà de 2 enfants, vous prenez en charge vous-même. Donc vous voyez, arrêtez le mécanisme de progressivité. À côté de ça, bien sûr, on a une réflexion sur la politique fiscale qui est assez favorable également pour la natalité et sur la politique des retraites. Vous savez que, curieusement, quand on a eu beaucoup d'enfants, on a plus d'avantages pour la retraite, alors que c'est justement les gens qui ont eu des enfants qui auront probablement des gens pour les aider quand ils seront vieux. Et ceux qui sont tout seuls, c'est eux qui ont le moins. Donc ça, c'est une réflexion plus générale. Donc voilà les données, les chiffres, la progression, ce qu'on peut faire. Maintenant, je vais laisser la parole à Denis qui va évoquer la question de la biocapacité et de l'empreinte écologique. Alors pendant toute la conférence, je n'ai pas dit un mot là-dessus, mais c'était exprès, vous l'aviez sous les yeux. Je vous laisse imaginer ce qui se passe si la courbe ici, elle continue. Je vous laisse remarquer en particulier la force de sa pente. L'asymptote est verticale, quasiment. Là, on est là. Il est pratiquement sûr qu'on va atteindre là, dans les données, parce qu'il y a trop d'inertie démographique, et probablement 11 milliards à la fin du siècle. Voilà, et Denis qui va vous expliquer la suite.